Donc, est-ce que vous saviez que le paludisme, maladie importante, est une maladie du globule rouge? Donc, le paludisme est une maladie infectieuse d'abord, c'est une maladie très fréquente en zone tropicale, je vais y revenir. Mais ce qui est important de notre point de vue et du point de vue du programme de recherche dont je vais vous parler, c'est que c'est très lié à une cellule humaine qui sont les globules rouges. Illustration un peu marquante, vous avez ici deux images de rétine humaine. C'est un fond d'œil. Celui-ci est un fond d'œil normal. Vous avez une rétine bien rouge avec des vaisseaux sanguins, des artères et des veines qui sont aussi très fortement colorés. Ça, c'est la rétine de quelqu'un qui a un paludisme grave, un neuropaludisme. Et vous voyez qu'une partie de la rétine est blanche et une partie des vaisseaux sont dits orangés. Et ça, c'est réellement la marque la plus visible de ce caractère spectaculaire d'un parasite qui entre dans les cellules et qui va causer les dommages et causer la pathologie du palud. Alors, vous le savez sans doute, donc paludisme, maladie infectieuse une des plus fréquentes, hein, c'est un demi-million d'enfants qui meurent chaque année, et essentiellement en Afrique. Et globalement, encore beaucoup de progrès à faire en termes de traitement. Et vous allez voir que le fait de bien comprendre comment nos cellules, et en particulier les globules rouges, fonctionnent, peut donner une approche thérapeutique nouvelle pour cette maladie. Alors, première base, vous vous souvenez de la différence entre une cellule eucaryote normale, il y a un noyau, des mitochondries, des synthèses. Cette cellule est pleinement vivante, elle peut se multiplier. Le globule rouge est une cellule complètement originale. C'est finalement un sac très simple qui contient l'hémoglobine qui permet les échanges gazeux. Globalement, on va voir que malgré cette simplicité apparente, il faut bien comprendre ses spécificités, sa façon de fonctionner pour pouvoir essayer d'intervenir. Alors, dans le paludisme, c'est l'histoire finalement d'une petite cellule complexe normale, hein, avec toute cette machinerie, qui envahit une cellule relativement simple qui est le globule rouge. Donc il y a une invasion réelle, le parasite entre à l'intérieur, s'y multiplie, modifie le globule rouge, et c'est cette modification qui va progressivement créer un certain nombre de dommages. Donc normalement, le globule rouge a une forme de disque biconcave. Probablement c'est ça qui fait qu'il se transforme en une espèce de méduse quand il est dans les petits vaisseaux sanguins, hein, et cette circulation que vous voyez très particulière avec une déformation importante. Et puis il y a une illustration qui pour l'instant est une illustration de modélisation mathématique, hein, qui illustre bien à quel point la déformation du globule peut être importante dans des petits espaces étroits. Hein, vous avez vu cette déformation incroyable, hein, un globule rouge de 7 microns, ça peut passer dans un petit espace de 1 micron, hein, voire moins. Alors vous avez donc bien compris cet enchaînement entre un parasite qui entre dans le globule, qui va d'ailleurs exporter à la surface des protéines à lui qui lui permettent de coller au vaisseau sanguin, hein, et vous comprenez mieux pourquoi dans la rétine de quelqu'un qui a un paludisme grave, il y a tellement de globules rouges qui contiennent des parasites que ça change la couleur des vaisseaux. Et on peut imaginer que si vous avez ça dans le cerveau, l'état de conscience ne va pas être l'état de conscience d'un sujet normal. Alors heureusement, d'un point de vue du fonctionnement physiologique, il y a un organe qui nous confère une forme de protection naturelle, qui est la rate. La rate dont on s'occupe finalement assez peu, hein, en médecine, qui est donc en bas à gauche, enfin, en haut à gauche de l'abdomen, va jouer un rôle important. Donc la rate ici présente, ça fait à peu près 150 grammes, et ça filtre les globules rouges en permanence. Un globule rouge va passer dans la rate à peu près toutes les 20 minutes. Hein, et puis vous allez voir que ça a un rôle réellement de déformation. Alors d'un point de vue recherche, comment est-ce qu'on a essayé de mieux comprendre comment ce parasite qui se met dans un globule rouge va être éventuellement gêné dans son développement par cet organe qui est la rate? On a fait quelque chose finalement d'assez simple conceptuellement. On a récupéré des rates humaines à la suite d'interventions chirurgicales programmées pour autre chose. Hein, en particulier quand on enlève des bouts du pancréas, on peut être amené à enlever la rate. Donc on met la rate dans une machine, elle est là, vous la verrez un peu mieux sur une image suivante, et vous voyez qu'il y a un réservoir
avec un sang artificiel, ça passe dans une machine qui permet de faire circuler le système. Il y a un poumon artificiel, un système de réchauffement et ça revient dans la rate et dans le réservoir. On la voit mieux ici. Hein, voilà la taille d'une rate humaine normale, c'est à peu près la taille d'un poing. Hein. On a mis à l'intérieur, on a mis un cathéter artériel et on perfuse à pression physiologique normale. Hein, ça fait 1,5 mètre d'eau quand on met la pompe. Et donc on peut analyser réellement comment l'organe joue son rôle de contrôle de qualité des globules rouges. Et quand on a mis dans ce système, on appelle ça une rate isolée perfusée, des globules rouges parasités qu'on avait produits en culture, on s'est aperçu que les parasites qui avaient été préalablement altérés par un médicament sont le long d'un système de filtre très particulier qu'on appelle le sinus splénique. Je n'ai pas le temps de détailler sa structure de façon très fine, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette paroi du sinus, il y a des petites fentes, et vous imaginez là que chaque globule rouge est passé et laisse son parasite derrière lui. Donc il y a réellement un système de filtre qui contrôle la vitesse à laquelle l'infection se produit et combien il y a de globules rouges parasités en circulation. J'ai remis quelques illustrations assez spectaculaires de ce petit filtre. Vous avez vu à quel point ces petits interstices sont microscopiques, c'est le cas de le dire, c'est même quelquefois plus fin qu'un micron. Il y a même un globule rouge là qui a essayé de passer par 2 orifices en même temps. Quelquefois les gens ne savent pas prendre leurs décisions. Voilà en gros la base de connaissances sur laquelle on s'est reposé pour le projet dont je vais vous parler dans les quelques minutes qui restent. Donc globalement, l'idée a été finalement très simple. On avait fait le constat dans ce système expérimental que la rate est capable naturellement de sentir un globule rouge modifié par le parasite qui est là à l'intérieur. Et donc, dans la situation normale, une partie des parasites sont assez souples pour franchir cet obstacle, et une partie des parasites reste dedans. Ce qu'on voudrait, c'est trouver des médicaments qui soient capables de rigidifier le parasite ou le globule rouge parasité dans son ensemble, sans rigidifier le globule rouge normal, et de cette façon entraîner une rétention spécifique des globules rouges parasités dans la rate, qui est pleine de macrophages, et qui normalement devrait terminer le boulot assez efficacement. Donc l'idée est finalement presque trop simple. Il faut que je puisse trouver un composé qui va taper spécifiquement sur le globule rouge parasité et l'empêcher de franchir. Et donc là, vous avez un des outils que nous utilisons pour ça, qu'on appelle la microfluidique. Ces petits espaces font 2 microns, assez proches de ce que je vous ai montré dans la rate. On fait circuler les globules rouges, et vous voyez que certains ici rigidifiés sont bloqués, et d'autres, la plupart, sont capables de franchir. Donc avec ce type d'outil, on va exposer des parasites à un certain nombre de composés, les faire franchir ces filtres, et puis les composés qui vont induire la rétention seront sélectionnés comme éventuels futurs médicaments. Alors, le souci de ces systèmes de microfluidiques, qui sont très jolis, qui permettent de bien voir les choses, c'est qu'ils ne sont pas adaptés à l'analyse de dizaines de milliers de composés dont on a besoin pour faire ce qu'on appelle des campagnes de criblage médicamenteux, pour avoir la chance de trouver un composé qui soit efficace avec des cibles qu'on ne connaît pas encore. Les industriels expérimentés vous disent qu'il faut au moins cribler 10 000 composés. Et donc, pour cribler 10 000 composés, il a fallu générer des outils qui soient plus spécifiques. Alors comment est-ce qu'on a abordé ça? Et ça date déjà d'il y a quelques années. Nous savions à l'époque que la rate était un filtre mécanique. Nous connaissions bien la structure de ces petits interstices de 1-2 microns, mais aussi très courts. Et nous cherchions des filtres qui nous permettent de faire ça. Or, commercialement, des filtres qui font 2 microns d'épaisseur, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est à ce moment-là qu'un thésard qui était dans le labo, en discutant avec son mécène, qui est d'ailleurs François Lacoste, et qui est physicien et qui travaillait sur une entreprise qui fabrique des microbilles. Ça n'avait rien à voir, c'est des microbilles qui sont utilisées pour de la soudure. Et donc globalement, ces microbilles essentiellement d'étain font exactement la bonne taille pour l'objectif que nous avions. Les billes font entre 5 et 15 microns. Et donc si vous refaites un petit peu de trigonométrie, vous verrez qu'entre 3 billes de 5 microns, en gros, l'interstice est de 1,8 microns, ce qui nous convenait parfaitement. Donc l'avantage de ces mélanges, c'est que les billes métalliques sont lourdes, vous pouvez les déposer dans des petits systèmes expérimentaux comme une pointe de pipette. Ça vient se poser sur un filtre anti-aérosol, et puis vous branchez ça dans un système et vous filtrez vos globules rouges au travers d'une couche de billes. C'est aussi bête que ça.
Alors il a fallu un petit peu de temps pour que ce soit complètement au point techniquement, mais une fois que ça a été au point techniquement, on avait juste les bons mélanges, les bonnes pressions pour que la rétention des globules rouges parasités soit la même que dans une rate humaine. Donc on a comparé par rapport au modèle que je vous ai montré pour valider le système. Alors pourquoi est-ce que ça peut nous permettre d'évoluer vers un criblage médicamenteux avec 10 000 composés? Globalement, il y avait encore pas mal d'étapes techniques à franchir. Elles ont été pour l'essentiel financées par la Fondation Gates. Et la seule idée réellement créative dans cette histoire technique, ça a été de passer ce système dans des pointes qu'on avait au laboratoire qui permettent de faire un échantillon à la fois à un système de plaques. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est juste il existe des plaques dont le fond des puits est ouvert et donc qui permet une aspiration par le bas. Donc vous posez vos billes de filtration au fond des puits et puis ensuite vous pouvez arriver avec 96 échantillons en l'occurrence ou même 384 dans les modèles actuels et cette filtration va permettre en comparant combien vous aviez de globules rouges parasités avant le filtre et combien vous avez de globules rouges parasités après la filtration dans une plaque réceptrice, vous mesurez la quantité de parasites et vous avez un taux de rétention. Et donc vous savez par exemple que le composé que vous aviez mis dans le puits A3 qui a induit la rétention de 90% des globules rouges parasités est quelque chose qui, de toute évidence, va être un bon candidat. Voilà en gros le principe général très simple de cette campagne de criblage qui repose finalement sur une compréhension aussi assez simple de comment fonctionne notre physiologie de tous les jours. Là, toute personne assise est en train de filtrer des millions de globules rouges par seconde, félicitations, et ça se produit dans cet organe, ça ne se produit globalement que dans la rate. Donc je crois que c'est le message essentiel. Alors, pour être un tout petit peu plus précis, on parle du paludisme en termes de traitement du paludisme maladie. Globalement, on a d'assez bons outils aujourd'hui. On a des traitements efficaces, il y a un peu de résistance, mais ça n'est pas un problème majeur. L'application que nous avons choisie pour cette rétention mécanique, c'est la transmission. Alors ça appelle un petit élément complémentaire. Dans le palu, il y a deux formes du parasite. Il y a une forme qui se multiplie, qui nous rend malade, celle qui est visée par les médicaments actuels. Il y a une autre forme qu'on connaît moins, qui sont les gamétocytes, les formes sexuées, qui sont ceux qui sont responsables de la transmission et qui ne nous rendent pas malades. Et ceux-là, nous n'avons qu'un seul médicament assez toxique pour lutter contre. Dans l'ambiance actuelle, on a vraiment besoin aussi d'outils de blocage de la transmission. Donc c'est cette forme sexuée que nous visons par ce système de blocage mécanique dans la rate. Voilà, je crois que j'espère qu'en partant de cette description de la maladie assez sommaire mais précise et de comment un parasite modifie une cellule et comment cette cellule est prise en charge, ça vous donne cette idée simple d'un criblage médicamenteux. Les premiers résultats sont arrivés globalement il y a quelques mois. Nous avons une liste de composés potentiellement efficaces. Il va falloir encore quelques années pour que ça devienne des médicaments réellement utilisables en pratique.